Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Toute l'équipe au grand complet et au meilleur de sa forme pour vous mieux servir. Bonjour à tous, nous sommes mercredi 6 janvier. Merci de nous rejoindre dans ce talk show qui donc vous parvient tous les matins quand il est 9h sur cette antenne. Une émission que vous retrouvez en prime, en rediffusion tous les soirs à partir de 18h sur la 99.3. Une émission également à retrouver à partir de 22h30 sur Espace TV. On s'intéresse à l'actualité dans cette émission, une feuille de route de la société civile guinéenne en préparation et bientôt sur la table du nouveau Premier ministre guinéen. Elle se veut le creuset des préoccupations et des attentes des populations guinéennes au moment où le nouveau gouvernement s'apprête à entrer en fonction. Pourquoi cette feuille de route? Que va-t-elle refléter? Notre invité ce matin, Dr Dansa Kourouma, il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, CNOX en sigle. À nouveau, la jeunesse placée au cœur des priorités du président Alpha Condé, une volonté politique qui se concrétise déjà par l'entrée au nouveau gouvernement de plusieurs jeunes cadres. Mais en tête de pont de cette volonté, il y a le cas des 518 jeunes DAF. Qu'en est-il de leur affectation, de leur prise en charge? Nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission M. Youssouf Sampil, porte-parole des 518 jeunes DAF qui ont déjà été formés. On parle aussi de ce qui s'est passé hier du côté de Koza, où en tout cas un véhicule de la DPJ a été incendié. On s'intéresse aussi aux soubresauts qui ont ébranlé la sous-préfecture de Tondon. C'était avant-hier. Bienvenue dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Bonjour Gibril. Bonjour Abakar. Bonjour Jacques Lewa. Bonjour Abakar. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba Zakari. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Pour commencer Mohamed Mara, on s'intéresse au groupe parlementaire Les Républicains. Jean-Marc Teliano qui plie bagage. Oui, hier, la première personne à avoir fait l'annonce a été, disons, le patron du groupe parlementaire, notamment des libéraux, en la personne de Dr Fodé Ousso Fofana en personne, qui a posté l'information avec une photo d'ailleurs de l'honorable Jean-Marc Teliano sur sa page. Et donc, il a dit que Jean-Marc, officiellement hier en plénière, a affirmé sa volonté de quitter donc le groupe des Républicains. Maintenant, est-ce qu'il rejoint celui des libéraux? Là est toute la question ce matin, et plusieurs médias donc ont relayé cette information. Mais aussitôt, quelques heures seulement après, on apprenait qu'un autre député de la mouvance donc aurait déjà remplacé notamment le député partant, parce que vous savez qu'il faut avoir un minimum de 12 députés pour faire un groupe parlementaire. Maintenant, la dernière interrogation, elle concerne, disons, le second député frontiste, notamment l'honorable Silaba. Parce que logiquement, il s'affirme d'être dans l'opposition, alors que le groupe des libéraux officiellement a rejoint, disons, le RPG ou en tout cas la mouvance présidentielle. Ouais. Donc lui également, il semble aujourd'hui qu'il ait la ferme volonté, la ferme intention de quitter donc le groupe des Républicains pour celui des libéraux, dont d'ailleurs il est extrêmement proche, puisqu'il en a, soutenu le candidat au premier tour déjà de l'élection présidentielle passée. Oui. Donc, la recomposition, elle est en marche, elle est en cours. À mon avis, ce n'est qu'un premier pas, parce que ça va rapidement glisser vers la CENI. Je suis certain qu'on n'ira pas, cette fois-ci, disons, élections législatives, certainement. Élections communales d'abord. Non, vous savez, communal, ça, je vais vous dire une chose, je ne serais même pas surpris que ces communales n'aient pas lieu cette année. Je vous l'ai toujours dit. Non, à partir du moment où... C'est quand même dans les accords. Mais attendez, dans les accords c'est dans les accords, mais vous verrez bien, nous sommes déjà en janvier. Normalement, ils sont... Dans les conditions normales, il nous reste 2 mois. Oui. Il nous reste 2 mois. Mais je vous dis... On peut repousser jusqu'en juin. Moi, je serais surpris. Ouais. Justement, ça va commencer là. Parce qu'apparemment, cette recomposition des délégations spéciales semble déjà satisfaire un peu les partis. C'est cela, justement, ma crainte. Mais je sais une chose, c'est qu'au moins aux législatives, les partis politiques n'iront pas à ces scrutins-là avec la CENI dans sa composition actuelle. Bien, ça, au moins, c'est clair. Il faut dire, vous parlez des accords. Les accords, j'aime souvent le dire, n'engagent que les partis qui l'ont signé. Et non, outre mesure, aucune valeur juridique. Les accords ont une valeur politique. Donc, et vous savez, les politiques, leur respect des accords fonctionne de leur varie au gré de leurs humeurs. Donc, on ne peut pas tellement se fier aux accords quand on sait que les précédents accords, on sait ce qui est. Non, Mohamed Djibril. Oui, mais une signature. Vous ne pouvez pas.
Vous ne Quelle pouvez pas valeur ravaler. juridique Non, mais- vous pouvez donner aux accords politiques? On est bien Nous d'accord. avons- mais non, vous ne pouvez pas écoutez. ravaler de cette manière Non, les mais accords. je suis désolé. et l'accord Mais politique. attendez, je vais vous rafraîchir Ce la sont des mémoire. engagements. Non, je vais vous rafraîchir la mémoire. Combien d'accords ont été signés en La Guinée et question n'ont pas été la question respectés? n'est pas là. Non, la question est là. C'est extrêmement important. Il y a déjà des antécédents, des accords signés, ensuite violés. Ça, il faut le souligner. Ouais. Et quant à Jean-Marc Teliano, je pense que ces dernières déclarations étaient en quelque sorte la chronique d'un retrait annoncé. On s'attendait à cela. Moi, je ne suis pas surpris de ce retrait de Jean-Marc Teliano qui envisageait déjà de le faire. Mais ce qui est important de le souligner, c'est, les autres l'ont dit, c'est cette reconfiguration qui va systématiquement engendrer une nouvelle réforme au niveau de la CENI. Parce que la CENI est créée pour avoir une composition paritaire. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique guinéen, on sent des valses de part et d'autre, que ce soit des partis de la mouvance présidentielle, mais aussi et surtout de l'opposition, et qui commence à se désagréger, qui commence à se dégrossir du fait du départ de certains cadres. Donc ça veut dire que le groupe parlementaire, l'Alliance des Républicains, n'est pas du tout menacé. Non, mais pas du tout menacé. Moi, ce que je souligne, c'est que peut-être que désormais, on va assister à la fin d'une espèce de guerre, une espèce de crise de confiance qui a longtemps miné cette classe politique, parce que désormais, cette recomposition définit clairement les lignes. Nous avons une opposition composée de l'UFDG avec ses partis qui tournent autour. Et puis nous avons le RPG Arc-en-Ciel qui a signé l'alliance, enfin une alliance qui n'est pas encore signée, mais nous avons le groupe RPG Arc-en-Ciel qui s'est défini lui aussi. Donc désormais, je pense que si c'est pas par manque de volonté, si c'est pas par malhonnêteté politique, je pense que le débat de la recomposition de la CENI ne devrait plus poser problème. Tout comme on l'a bien vu, les groupes parlementaires se sont tacitement recomposés sans qu'il n'y ait aucun débat, sans qu'il n'y ait aucun accrochage. Donc c'est ce qu'on souhaite. Et il faut aussi souligner et dire à Djibril que ce n'est pas le moment de jeter en pâture déjà les accords, parce que les périodes... Non mais non, attends Djibril, les périodes, le deadline... Non, attends, mais tu ne peux pas voir l'avenir venir. Hein? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le deadline n'est pas arrivé. Attendons de voir que... Je te rappelle que c'est le premier trimestre. Non, mais même si c'est le premier trimestre, il y a toujours la possibilité d'un report. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas organiser des élections communales cette année. Ces accords pour les bouts de souliers quand même. Attendons de voir que le débat... Attendons, on vient de finir des élections présidentielles, on vient de mettre en place une équipe gouvernementale, les recompositions politiques continuent puisque les camps bougent d'un côté à l'autre, c'est du yo-yo politique évidemment, mais attendons de voir que le débat commence à être posé sur la table et que nous commençons à remarquer des dysfonctionnements ou des désaccords. Et en ce moment-là, nous aurons des avis à donner. Merci Roby. Jacques Lewa. Oui, peut-être que je ne parlerai pas comme Djibril, mais je comprends le pessimisme de Mohamed Mara. Parce que ce qui va arriver, bien entendu, c'est les discussions autour de la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui risque de ne pas tenir le rendez-vous prévu pour les élections communales. Voilà ce qui se dessine. Rappelons-nous un peu, quand il s'est agi de remplacer les deux commissaires décédés à la CENI. Laissez-moi préciser, laissez-moi terminer. Oui, mais justement, aujourd'hui, Sidia Touré a changé de camp, il faut le reconnaître. Même s'il va tenir un discours un peu flou, mais ce qui reste clair, il n'est pas une opposition. Son discours est clair. Alors, il a choisi son camp, sa position est classique, il n'y a pas de discussion. C'est que je veux préciser que sa représentante, la dernière représentante de l'UFR, au niveau de la CENI a été beaucoup plus facilement acceptée par la mouvance présidentielle que celle qui est à représenter justement le parti le PPRG. Donc cela veut dire tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de rapprochement entre l'UFR et la mouvance présidentielle, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui il faut nécessairement revoir l'intérieur de la CENI pour que la parité qu'on réclame toujours soit une réalité. Sinon, bien entendu, les discussions vont recommencer, il va y avoir un débat autour et ça risque de nous retarder. Bien, Tamba Zakari, pour clore. Écoutez, mon problème n'est pas de savoir est-ce que, oui ou non, est-ce que les accords vont être respectés ou pas. Aujourd'hui, j'ai envie de nous mettre devant une réalité. Si, à cause d'un éventuel manque de respect, d'observance
d'une éventuelle inobservance de ces accords-là, il y a qu'on va nous replacer dans un contexte d'instabilité. Instabilité sociale, instabilité politique, et vous savez les conséquences que cela entraîne. C'est que des investisseurs vont naturellement fuir, se mettre à l'abri de ce qui pourrait arriver. On a eu un quinquennat dernièrement qui a été assez tumultueux, assez mouvementé. Est-ce qu'on aimerait avoir le même quinquennat, et vu que c'est le quinquennat de l'action, c'est ainsi qu'il est baptisé, est-ce que si nous allons dans un tel cycle de violence, un tel cycle de bouleversement, un cycle cataclysmique, on va bien se demander finalement à Bakar, à quoi est-ce que ça va profiter à la Guinée? Et c'est pourquoi moi j'aimerais interpeller ces acteurs politiques-là. Mais il ne faut pas jouer au Cassandre non plus. Non, je ne joue pas au Cassandre. Je ne joue pas au Cassandre. Ça, c'est écoutez, Abakar. Je pense qu'il n'y a pas le feu au lac. Abakar, non, écoutez. Vous allez trop lors de la dernière présidentielle. En Guinée, on n'est jamais trop prudent. Lors de la dernière présidentielle, qu'est-ce qu'on a reproché à la CENI? Des impréparations, des inachèvements. Et ça, c'était dû à quoi? On s'était prêté à ci, à ça. L'essentiel du travail n'a pas été fait. Est-ce que vous voulez qu'on perde encore ce temps, tout en sachant que c'est pendant ce premier trimestre-là que doivent être organisées ces élections? Rien n'est encore fait. Qu'est-ce qui a été enclenché? Renseignez-vous auprès de la CENI. Qu'est-ce qui a été enclenché? On a commencé encore à parler de recomposition de la CENI, du fait du départ de M. Sidia Touré et de l'UFR du côté de la mouvance. C'est une question sérieuse qui se pose. On va encore perdre ce temps, ou perdre le temps à ce qui est, comme on dit, au brimborion, et laisser l'essentiel du travail. Le nec plus ultra va rester, rien ne va être fait. On n'est pas dans cette logique. Il faudrait prendre des décisions qui profitent à la Guinée. Je voudrais embrayer sur le raisonnement de Tamba, qui me semble être un raisonnement réaliste. Parce que je pense que la Guinée s'est inscrite à perpétuelle demeure dans une sorte de ritournelle. Aujourd'hui, on parle de cette CENI. J'ai l'impression que la CENI aujourd'hui est victime du yo-yo politique, de ce méli-mélo qui ne dit pas son nom. Je pense qu'il faut être sérieux au niveau des acteurs politiques. Est-ce qu'on va continuer à végéter dans des débats sempiternels autour de la composition paritaire de la CENI du fait de la recomposition? Parce que cette recomposition, elle va continuer. Elle va continuer. Ce débat, il n'a pas commencé. Je voudrais en appeler aux acteurs politiques. Je voudrais en appeler aux acteurs politiques pour qu'ils acceptent une bonne fois pour toutes qu'on ait une CENI dépolitisée. Bien. Parce que c'est l'idéal. Avec ce rythme-là, on va continuer à reconfigurer la CENI, parce qu'on a l'impression que la CENI est inféodée du point de vue de sa composition à l'évolution politique sur les. C'est clair, parce qu'elle est politique. On ne peut pas avoir une CENI qui est versatile. On ne peut pas avoir une CENI qui est ondoyante. On a besoin d'une CENI qui est stable. On a besoin d'une CENI stable et qui peut fonctionner et qui peut être efficace pour les acteurs politiques. Non mais moi je me serais... C'est vrai que c'est tout à fait normal qu'on s'inquiète. Je suis tout à fait d'accord avec Djibril lorsqu'il réclame que la CENI soit dépolitisée. Parce que si elle est dépolitisée, évidemment qu'elle va évoluer au gré des transfusions, au gré des va-et-vient des politiques. C'est tout à fait normal. Mais le débat n'est pas encore là. Moi, je voudrais... Non, mais attendez. Non, si la CENI reste politique et que les camps politiques bougent, cette CENI sera obligée à chaque moment de bouger. Donc, oui, mais justement, je suis d'accord. Mais le débat sur la recomposition de la CENI, moi, je veux dire que ce débat-là n'a pas encore commencé. C'est prématuré. Mais attendez. C'est prématuré. Attendez-moi. Tous les rapports d'observation électorale en Guinée. Tous ces rapports de recomposition. C'est prématuré, cette question. Mais il n'est pas encore actuel. Nous sommes encore dans une phase de recomposition de ce paysage politique. Donc, on a qui aura pour conséquence logique la recomposition de la CENI. Mais ça va se faire à partir du moment où les camps ont bougé, les lignes ont bougé. Moi, je veux dire... Mais les lignes sont en train de bouger aujourd'hui. Moi, je vous fais observer aujourd'hui que les lignes sont en train de bouger. Et même bien plus, on est en train de parler carrément de revoir même la loi relative à la CENI pour changer le profil. Non, mais permettez-moi. Non, mais attendez, permettez-moi.
Bien, logique. on va essayer de progresser dans cette émission. On va à présent parler de ce qui s'est passé hier au petit matin à Koza. Mohamed Djibril, vous avez essayé de glaner quelques informations autour. Moussa Moïse va venir s'installer et on nous apprend que c'est lié un peu à l'attaque dont notre confrère a été victime. Oui, mais il faut souligner d'emblée que les informations fusent et elles sont contradictoires, elles varient d'une source à l'autre. Il y a des sources qui indiquent que la police, des agents de la police habillés en tenue civile auraient utilisé une fille comme appât pour mettre le grappin sur un jeune présumé bandit, mais qu'arrivé au niveau de Kozarai, eh bien, les agents de la police habillés en tenue civile auraient subi les colibets des jeunes rassemblés au niveau de Kozarai, qui ont commencé à jeter des cailloux à caillasser le véhicule de la DPJ qui a finalement été incendié. Il y a d'autres sources qui estiment que ces agents ont poursuivi de présumés bandits qui serait lié à l'attaque dont notre confrère Moussa Moïsila a été victime la semaine dernière. Dans la nuit du 30 au 31. Dans la nuit du 30 au 31 décembre. 31 décembre. Ouais. Donc les informations sont contradictoires. Alors moi j'ai eu ce matin le directeur central de la DPJ et qui n'a pas voulu me donner d'amples informations, qui m'a simplement dit qu'il y a eu des arrestations et que les enquêtes se poursuivent. Bien. Et qui n'a pas souhaité en dire davantage. Bien, Moussa Moïse, vous qui venez de nous rejoindre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, que savez-vous de ce qui s'est passé hier, de cette attaque à Koza? Bon, d'emblée, le présumé malfrat, si je peux le dire ainsi, ou bandit qui a été arrêté hier, est bel et bien lié à mon attaque. Donc à la tentative d'assassinat qui m'a visé. Ouais. Parce qu'on ne peut jamais oublier cette image de quelqu'un qui vous pointe une arme et qui vous donne des ordres, qui engage son arme. Vous ne pouvez pas oublier cette scène. À chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. Et hier, j'ai bien pu l'identifier lorsque les policiers l'ont arrêté. Et donc c'était une filature. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a encore certainement des complices qui sont en cavale. Et donc c'était à l'issue d'une filature que la zone de Koza, juste après les rails, là où on emprunte les véhicules pour l'UNC, cette zone a été quadrillée par quelques policiers qui ont quand même joué aux professionnels parce qu'ils ont pris le soin d'informer l'entourage, les boutiques et tous ceux qui étaient dans le périmètre d'opération qu'ils étaient des policiers. Ils ont présenté des documents, ils ont présenté leur badge et donc qu'en cas d'attaque ou de résistance, de ne pas se mêler à cela ou bien de venir ne pas céder à la panique. Exactement, ou bien d'aider les policiers. Et donc, le jeune, il était venu avec un autre ami, parce que n'oubliez pas qu'ils étaient à deux lorsqu'ils rentraient dans ma cour. Ouais. Donc, ils étaient sur la moto dont les jeunes ont parlé dans mon quartier, parce qu'ils avaient aperçu quand même une moto aux environs de 22 heures. Et donc, ils ont été arrêtés. Ils ont pu mettre la main sur eux. Et au moment de les embarquer dans le véhicule de la police, il y a l'un d'entre eux qui a pu sortir une arme et qui a tiré. Et l'autre a sorti une grenade défensive et il a dégoupillé. Et voilà, ça a explosé. Et il y a une seconde grenade encore. Et imaginez ce que fait une grenade. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas offensive, elle est défensive. Et voilà, la déflagration était assez forte. Ça a projeté le policier qui tenait le présumé bandit, mais il ne l'a pas lâché. Et malgré qu'il était complètement à sang. Ouais. C'est juste incroyable. Et donc, au moment où il appelait au secours, il disait à la population, je suis policier, je suis de la BRB, aidez-moi. Ce monsieur que je tiens en main est un bandit, il est recherché par la police. Les jeunes qui étaient venus étaient occupés à autre chose, à fouiller les voitures des policiers, à y extraire des objets et d'autres à mettre le feu à la voiture de l'inspecteur Bachir Silla, c'est cette voiture qui est incendiée. Et ce matin en passant, chose encore plus grave, je vois ces jeunes regroupés autour de la voiture en train de la dépiécer, c'est-à-dire en train d'enlever
tout ce qui reste à côté. Comment on peut comprendre que des mais policiers... vous savez, cette zone, c'est no Non, man's land, mais Moussa. il faut que ça cesse, c'est je pas l'ai possible. tellement dit, On ne peut pas quand même, face à des policiers qui manquent terriblement de moyens, qui n'ont même pas de menottes. Je vous explique que du côté de la BRB de Caporo, juste en face de mon quartier, cette police ne dispose pas de 2 menottes. Deux menottes, il n'y en a pas. Seulement le responsable. Seulement le responsable de la BRB. Mais comment avec ces moyens vous pouvez agir? Ils utilisent une sorte de technique. Ils agissent en relation avec leur hiérarchie. Ils arrivent à mettre le grappin sur ces présumés assaillants. Et la population, c'est pas tout le monde, certes, de jeunes en perte de repères qui sont là toute la journée dans la zone, qui ne font rien et qui sont quand même là tout le temps à créer des problèmes, qui viennent permettre à ce que ces présumés assaillants s'échappent. Si véritablement, parce qu'il était quand même blessé, celui qui a engagé la grenade, donc il fallait qu'il se fasse soigner. Donc il est parti du côté de la clinique mère et enfant. Et c'est en recoupant les différents renseignements que la police a su qu'il était juste derrière, parce qu'il y avait 2 groupes de policiers blessés. Les blessures moins graves étaient soignées du côté de la clinique mère et enfant, et les blessures compliquées c'était du côté de Niasdine. Et donc c'est en recoupant les renseignements qu'ils ont su qu'il y a un jeune qui a été déposé rapidement du côté de la clinique de l'hôpital sino-guinéen plutôt, et ils sont partis le récupérer. Donc les premiers éléments indiquent que les 2 bandits ont été finalement... Non, un seul. L'autre il a encore en cavale. Donc celui qui est aux mains de la police, il est un des présumés assaillants de l'attaque qui vous a visé. C'est bien celui qui était cagoulé et qui tenait l'arme à main et qui m'a dit c'est bien toi, descends. Et pour l'instant, aucune information, aucun indice par rapport à votre véhicule? Non, pour l'instant non, parce qu'il n'a pas parlé, il était encore en état de choc, blessé gravement au niveau du ventre. Mais il faut lancer cet appel. On ne peut pas continuer comme ça du côté de Koza à se comporter de la société. C'est pas possible. Il faut lancer ce message. C'est une zone à nettoyer au Monsieur le ministre de l'unité nationale de la citoyenneté, vous avez beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Beaucoup, parce que c'est pas possible. Ce qui concerne cette zone. Des gens qui agissent nuitamment au péril de leur vie, au risque de leur vie, qui viennent en aide aux pauvres citoyens que nous sommes, et au lieu de les aider, nous en prenons à leur véhicule, nous incendions leur véhicule, nous empêchons qu'ils agissent. C'est pas normal. Je voudrais dénoncer ce comportement. Il faudrait que cela cesse. Il faut compter sur le nouveau ministre de la Sécurité, exactement. Maître Abdoul Kabele. Surtout les réformes. Les réformes doivent engager tacitement l'équipement de la police. Il faudrait que les policiers soient mieux outillés. Et ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, c'est qu'il faut qu'on désacralise un peu, qu'on démystifie un peu Bambeto, Koza, Mdalaï, Simon Terry, je ne sais pas moi. Un Kosek. Oui, mais il faut qu'on démystifie cela. Ces jeunes-là sont là de 6 heures jusqu'à X heures. Ils sont là, ils sont connus. Ces jeunes-là se connaissent entre eux. On sait qui fait quoi. Mais je veux dire que ce sont des jeunes qui sont, comme Moussa le disait, en perte de repères. Absolument. Qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont, entre guillemets, quand je dis éducation, je vais peut-être trop loin, mais qui vivent que de ça, de raquettes, de vols, de pickpockets, etc. Donc je peux pas comprendre que ces jeunes-là puissent aider les policiers quand on sait le passé politique lourd de cette zone-là. Il y a cette mauvaise relation qu'ils ont entretenue avec les gendarmes et les policiers du fait du politique. Donc, je veux dire qu'à un moment donné, il faudrait une énorme sensibilisation, mais en cas pareil, il faudrait que les policiers soient sérieusement outillés. Parce qu'on se rend compte on se rend compte que les bandits sont plus armés que les policiers. On a quand même braqué Moussa avec une Kalachnikov, et hier, on a assisté quasiment à une scène d'attentat. Mais non, à une scène d'attentat. Une scène d'attentat, puisque quand on dégoupille une grenade, ce n'est pas seulement pour faire mal à un policier. Finalement, c'est peut-être pour faire mal aux civils qui ne sont ni près ni de loin liés à cette affaire. Donc, je veux dire que les policiers doivent être mieux outillés pour arrêter les bandits, parce que les bandits sont de plus en plus armés. Mohamed Djibril, avant que Moussa ne clore. Moussa l'a dit, Moussa l'a si bien décrit. Ce sont des Far West. Je pense que l'État a du pain sur la planche. Il y a énormément de problèmes sur ce tronçon où l'État semble complètement
absent, où l'autorité de l'État ne s'exprime pas du tout. Mais au-delà de ça, peut-être Tamba me rejoindra sur ce point, il y a cette situation assez surréaliste que Moussa a décrit tantôt, dénote quand même du fossé qui sépare les forces de l'ordre et les populations. Il y a une crise de confiance aujourd'hui entre ceux qui sont censés incarner la force publique et les citoyens. Là, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il faut renouer la confiance, il faut renouer les fils du dialogue entre ces jeunes qui sont désœuvrés, parce que le désœuvrement ouvre la porte à tous les vices. Merci, c'est extrêmement important. Merci. Moussa, pour clore. Oui, je suis d'accord qu'il y a quand même urgence à combattre les terreaux fertiles à ce genre de repli des jeunes, à ce genre de vagabondage. Et j'aimerais préciser, puisqu'il y a de petits malins qui aiment tout le temps voir sous un seul angle les différentes dénonciations que nous faisons dans ce studio, il ne s'agit pas d'une stigmatisation. Pas du tout. Parlons d'une poignée, d'une minorité minuscule qui ose s'en prendre à la vie des autres. Il faudrait que cela cesse. Il faut une prise de risque énorme dans ce pays pour en parler. L'autre question que je me suis posée, comment des individus, des civils, peuvent être en possession de grenades? Comment ça se fait? Il y a des gens qui entrent dans l'armée, jusqu'à la fin, ils n'ont même pas droit à toucher une grenade. Comment on peut toucher une grenade? C'est pas possible. Ça veut dire que la question de la circulation de ces armes pose encore problème. La réforme a du pain sur la planche. J'aimerais profiter de l'occasion, puisque entre 1h et 2h du matin, il y avait le PDG du groupe Adafo Média du côté de la clinique, mais aussi le nouveau ministre de l'unité et de la citoyenneté. Donc j'aimerais saluer leur présence et leur engagement et demander à la police, au nouveau ministre de la protection civile, de la sécurité de la protection civile, de mettre les moyens qu'il faut à la disposition. qui emprunte cette voie tous les soirs. De mettre les moyens qu'il faut afin que cette police soit outillée, de miser sur la formation. Et je dis merci. Merci à l'équipe qui a travaillé hier. Merci aux soldats qui ont été blessés sur ce terrain. Et j'ose espérer que les coupables, parce que selon les informations, quand ils opèrent, ils partent rendre compte. Donc il y a des gens derrière. Il y a des barons, il y a des commanditaires. J'espère qu'ils seront tous retrouvés. Merci à toi, Moussa Moïse, et surtout bon courage. Les GG reviennent dans moins de 3 minutes. Le temps donc d'aller à la pause pour nos obligations commerciales. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la suite de cette émission, les GG. Vous le voyez déjà à l'écran, notre invité qui s'est installé, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, ceci par rapport à cette feuille de route de la société civile guinéenne en préparation et qui sera bientôt sur la table du nouveau Premier ministre guinéen. De quoi cela retourne? Nous allons donc lui poser la question dans cette émission. À nouveau, la jeunesse placée au cœur des priorités du président Alpha Condé. Une volonté politique qui se concrétise par l'entrée au nouveau gouvernement de plusieurs jeunes cadres, mais en tête de pont de cette volonté, le cas des 518 jeunes DAF. On en parle ce matin avec notre second invité, Monsieur Youssouf Sampil. Il est porte-parole des 518 jeunes. Il est déjà DAF du côté du ministère de la Communication. On va revenir un peu plus tard sur vos messages. On va embrayer Roby sur cette démission, cette supposée démission qui s'écoule le landerneau médiatique depuis hier. Évidemment, c'est vrai qu'on l'a tous appris. Une démission annoncée de M. Kiridi Bangoura. Info ou intox? On n'a pas pu clairement le vérifier, il faut le dire, puisque l'entourage du ministre Kiridi n'a pas voulu s'exprimer là-dessus lui-même. Il est difficilement joignable pour connaître confirmation ou infirmation ou pas. De toutes les façons, d'autres médias l'affirment et d'autres médias le démentent. Donc, ce serait bien que des cas pareils, qu'on arrête d'entretenir le flou autour des démissions. Parce qu'il faut rappeler que moi, je l'ai eu ce matin. Il m'a dit qu'il est très loin. Apparemment, il est loin de Conakry. Et je l'ai dit, monsieur le ministre, pourtant, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Même si... Et je l'ai dit qu'on pouvait l'atteindre par téléphone de là où il est. Il m'a dit, justement, puisque vous parlez de bruit, et l'administration, ce ne sont pas les bruits. Finalement, il a raccroché. L'explication n'est pas explicite. C'est soit j'ai démissionné ou je ne l'ai pas fait. Même si après, les politiques nous ont habitués, même si c'est vrai de le démentir publiquement pour peut-être ne pas donner de l'ampleur à la chose, ou alors le regret la nuit portant conseil, ils ont décidé le matin de
dire autre chose, c'est tout à fait normal. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il faudrait que l'establishment guinéen apprenne le peuple à avoir l'information sur des démissions ou pas. Une démission, c'est pas mystique. Soit on n'est pas d'accord avec le président de la République, on a démissionné, ou on a décidé de rester dans les rangs et on n'a pas démissionné. Mais la tradition veut que dans ce pays, l'intox devienne vrai. Bien. C'est ça. Merci. Il y a quand même une chose qui m'étonne. C'est le fait que l'entourage de Kiridi se soit claquemuré dans un silence monacal me fait penser quand même à une chose. C'est que les démissions sont devenues en Guinée comme une sorte de ballon d'essai. Je dépose ma démission du chantage politique. pour jauger un peu, pour tâter le terrain, pour jauger un peu la réaction des gens. Est-ce que ce n'est pas finalement ça? Parce que le fait que Kiridi n'ait pas voulu commenter cette information. Mais chez nos confrères de Guinée Matin, il aurait démenti. Il aurait démenti. Mais pourquoi n'a-t-il pas voulu, bon sang de bon Dieu, témoigner dans une émission? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Je suis d'accord avec vous. Toujours est-il quand même qu'il y a un flou artistique qui demeure. Pourquoi ne veut-il pas communiquer sur cette information? En tout cas, le fait qu'il qu'il ait opté pour le silence risque en tout cas d'accréditer la thèse d'une démission qui peut être avérée. Bien, Jacques Lewa, si tu permets. Je pense que finalement, est-ce qu'il n'y a pas de personne au niveau de la présidence qui soit en train de mettre toute cette panique, de parler de démission et après il y a démenti qui suivent après. Et parce que vous l'avez rappelé sur Guinée Matin, justement, Kiridi Bangoura a exprimé clairement, selon nos confrères en tout cas, qu'il n'a pas démissionné. Maintenant, il y a que le site est quand même revenu sur les raisons qui pousserait Kiridi Bangoura tout comme Guinée News aussi, qui a avancé quelques raisons. Je pense que si on parle de ces raisons évoquées, on peut être tenté de dire exactement que Kiridi a peut-être des relations en tout cas tendues avec le président de la République, notamment qu'il serait écarté de certaines ignoré affaires, il serait ignoré dans la plupart des décisions prises aujourd'hui par le président de la République, même si il faut encore le préciser, c'est lui qui a présidé. Il y a aussi l'autre raison qu'on évoque, la bataille autour de la place laissée vacante par Dr Mohamed Diané. Moi, ce que je voudrais souligner très rapidement, Jacques Lewa, si tu me permets, c'est qu'il c'est quand même pas le seul fait. Je veux dire que en cas pareil, si c'est pas avéré qu'il y ait eu des lettres de démission déposées auprès du président de la République, la responsabilité vient au gouvernement de faire une déclaration et soit de démentir officiellement ou honnêtement. Parce que je peux pas comprendre, il y a quand même pas, c'est pas des souris qui sont à la présidence. C'est le seul moins qu'on puisse attendre. Évidemment, c'est qui annonce les nouvelles. Soit c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est au gouvernement de nous le dire. Bien, merci Roby. On en vient maintenant à notre invité, Dr Dansa Kourouma, que vous voyez donc à l'écran. Il est notre invité, Dr Dansa Kourouma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Tamba, alors, pour commencer. Docteur Kourouma, je vais faire un peu remonter la pente, on va faire un retour vers l'histoire. On a suivi les présidentielles dernières. Un président en est démocratiquement sorti, le professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, il présente une équipe gouvernementale. Quelle appréciation, justement, vous faites de la nouvelle philosophie qui se dégage de toutes ces nominations, de notamment son ouverture à l'opposition? On connaît les cas de Bahouri et autres. Quelle est votre lecture au sein du CNOSC? Écoutez, je crois que le président est en train de tirer les enseignements, n'est-ce pas, de sa gouvernance des 5 dernières années et tout ce que ça a constitué comme faiblesse. Quel enseignement a-t-il tiré précisément? Ce que ça a constitué comme faiblesse, c'est-à-dire du fait qu'il n'a pas pu mettre en place une certaine ambiance dans la gouvernance qui a associé l'ensemble des composantes sociales et politiques du pays. Du fait qu'il y a eu un décalage entre le discours politique, sa vision politique du changement et les actions qui s'en ont suivi. Je crois que ça a eu un impact fort, n'est-ce pas, sur l'évolution de la Guinée vers la prospérité sociale et économique. Je crois que c'est une obligation pour lui de tirer les leçons. Alors, est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue-là, qu'il n'y a plus d'exclusion
à travers ce nouveau gouvernement qui vient, est-ce que, parce que vous disiez tantôt que c'était plutôt un cercle fermé pour gérer les affaires de l'État, est-ce qu'on en est sorti, Alpha Condé? Et surtout de cet élan d'ouverture dont Tamba parlait, est-ce que vous y croyez au CNOPS? Écoutez, nous jugeons les hommes politiques aux actes. Si nous avons choisi d'être à la société civile, parce qu'on veut compléter un certain nombre de choses. Si les autres, c'est l'effet politique, l'effet médiatique ou sensationnel qui les intéresse pour obnubiler la population, nous cherchons des actes concrets qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc c'est en cela que nous complétons. Ouais, mais vous saluez tout de même. Non, c'est une ouverture importante. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une obligation parce que le discours du président pendant sa campagne électorale était clair et il s'est rendu compte de l'insatisfaction de la population, en tout cas de la Guinée profonde, par rapport à un certain nombre de mutations. Je crois, même si ce n'est pas crier à la victoire, pour moi, c'est des signaux qui sont importants. Et si c'est matérialisé jusqu'au résultat que nous recherchons, je crois que c'est un motif de satisfaction. Docteur, je voudrais donc revenir sur la rencontre que vous avez actuellement à Koya. Vous voulez définir, en tout cas proposer une feuille de route au gouvernement. Vous allez revenir sur l'objectif que vous recherchez, mais la question, est-ce que vous n'êtes pas en retard? Vous attendez que le gouvernement soit mis en place pour proposer une feuille de route? Ce n'est pas nous qui mettons en place le gouvernement, bon sang. Non, mais sa question est claire, docteur. S'il vous plaît. Est-ce que vous n'aurez pas pu vous y prendre un peu plus tôt? Ma réponse aussi sera claire. Bien, allez-y. Voilà, je disais tout à l'heure que ce n'est pas à nous de constituer le gouvernement, ce n'est même pas à nous de définir la politique d'orientation du gouvernement, mais nous essayons de mettre en place une réflexion pour que les aspirations des populations soient connues, en référence, n'est-ce pas, aux engagements politiques qui ont été faits lors de la campagne, et croisés avec les préoccupations des populations et analysés par des experts sur différents secteurs, et nous sortons un document qu'on remettra au gouvernement. De tout compte fait, le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale n'a pas été encore fait, le discours de politique générale, mais aussi le gouvernement vient d'être mis en place. Donc cette réflexion peut intervenir maintenant, pendant l'année et même pendant le quinquennat. Donc il faut être dans une logique, n'est-ce pas, d'analyse permanente des préoccupations et des enjeux et sortir des propositions qu'on estime être des propositions pertinentes. La question de Jacques Lewa a tout son sens de mon point de vue, c'est qu'au sortir de cette élection présidentielle, au terme d'un premier mandat, dont on connaît le bilan, vous êtes à même de faire un diagnostic et de faire des projections des préoccupations et des attentes des populations. C'est un travail qui aurait pu intervenir bien avant la nomination du gouvernement. Puisque le rôle... Est-ce que c'était possible? Puisque le rôle de la société civile, c'est aussi faire la lecture politique d'un pays, mais aussi d'avoir une certaine vision à travers les actes posés par le gouvernement, les critiques et tout ça. Donc, une projection de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Vous savez, c'est notre communément atelier depuis le quinquennat passé. Non. C'est le 4e déjà. Et je vous précise déjà, en dehors des ateliers, nous faisons des réflexions stratégiques. Moi, j'ai transmis pas moins de 17 mémorandums au gouvernement et au président de la République pendant le quinquennat passé sur un certain nombre de préoccupations. Donc, tout ce que nous faisons, ça ne peut pas faire l'objet de débats ou d'activités médiatiques. Sur la déclaration des biens, n'est-ce pas? Il y a eu une lettre ouverte qui a été adressée au président de la République, mais qui doit être suivie par un mémorandum. Je précise déjà, mon cher ami, l'efficacité de la société civile, c'est sa capacité de proactivité et d'anticipation. Ça, je suis d'accord avec vous, mais ce document précis tombe à point nommé, parce qu'on ne peut pas terminer les analyses sans avoir l'ossature gouvernementale, sans avoir les hommes qui constituent. Est-ce que ça reflète les préoccupations des pays, mais aussi est-ce que c'est en conformité avec le discours d'orientation qui a été donné par le président? Bien, on va vous interroger tout à l'heure sur le choix des hommes, des hommes qui font partie de ce nouvel attelage gouvernemental. Mohamed Marassi, tu permets, vous allez avoir la parole. Mais la radio, c'est l'heure, on est obligé d'aller à la pause pour nos obligations commerciales. Derrière, toute l'équipe vous retrouve. Continuez à réagir au GG 8037 où vous faites le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder cela par le 00224 ou carrément vous allez sur notre site web, le www.espacefmguinée.info. Toute l'équipe dans moins de 10 minutes.
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.